Regarde autour de toi. Il y a sûrement une horloge à moins de 3 mètres. Sur ton poignet, sur ton écran, au mur. Tu sais l'heure à la seconde près, et ça ne t'étonne pas une seconde. Pourtant, pendant l'immense majorité de notre histoire, personne sur cette planète ne savait l'heure qu'il était. Pas approximativement. Pas du tout. Alors, comment faisait-il? Pour se donner rendez-vous, pour savoir quand partir, quand rentrer? La réponse contient une heure qui changeait de longueur selon la saison, une machine incapable de donner l'heure, et un pays entier qui a vécu 40 ans dans l'illégalité. Et à la fin, elle explique pourquoi. Dans ta maison, il y a quelqu'un qui se réveille toujours trop tôt. La toute première horloge de l'humanité, c'est ton corps. Debout au soleil, tu projettes une ombre. Le matin, elle est longue, à midi, elle est courte, le soir, elle s'étire. Tu ne le remarques plus, mais c'est un cadran, et il est toujours sur toi. Les Babyloniens ne l'ont pas seulement remarqué, ils l'ont calculé. Une tablette contient un véritable algorithme d'ombre, avec une unité réservée à ça, 12 doigts par coudée, uniquement pour mesurer les ombres. Ils ne lisaient pas l'heure, ils la résolvaient. Ailleurs, on ne mesurait pas le temps. On le nommait par ce qu'on y faisait. Chez les Nuer du Soudan, l'anthropologue Evans Pritchard note qu'il n'existe aucun mot équivalent à notre mot « temps ». L'horloge, écrit-il, c'est le bétail. À Madagascar, on disait une cuisson de riz pour 30 minutes. Et le matin, il y avait un signal que personne ne pouvait manquer. Les oiseaux. Le cœur de l'aube démarre quand le soleil est encore 12 degrés sous l'horizon. Et l'ordre des espèces est presque toujours le même, parce qu'il dépend de la taille de leur œil. Les gros yeux voient plus tôt, donc ils chantent plus tôt. Le réveil de l'humanité, pendant 300 000 ans, a été une playlist dans un ordre fixe. Puis on a voulu découper la journée. En 2013, des archéologues fouillent la vallée des rois. Entre deux tombes, dans une zone de hutte d'ouvriers, ils trouvent un morceau de calcaire de 15 cm, percé au centre, avec 12 secteurs tracés à la main. C'est le plus ancien cadran solaire égyptien jamais retrouvé dans son contexte, environ 1200 ans avant notre ère, et son usage n'a rien de mystique. Il cadençait les tours de travail et les pauses des ouvriers qui creusaient les tombes des pharaons, la première horloge de chantier de l'histoire. Pour la nuit, les Égyptiens avaient les étoiles. 36 groupes d'étoiles, les décans, se levaient les uns après les autres. On en voyait 18 passer en une nuit. Mais les étoiles ne servent que dans l'obscurité totale, et le crépuscule et l'aube en dévorent 2 ou 3 heures. Il en restait 12 utilisables. Voilà pourquoi la nuit fait 12 heures. Pas une décision, un reste. À Karnak, on a aussi retrouvé un vase en calcite percé, gravé de 12 colonnes de trous, une échelle par mois de l'année. L'eau s'écoule, le niveau descend. Tu lis l'heure sur la colonne du mois, 3500 ans. La plus ancienne horloge à eau conservée au monde. Elle ne servait que la nuit. Le jour, le soleil, suffisait. Maintenant, le détail qui change tout. Pendant des millénaires, une heure n'a pas eu de durée fixe. Le principe était simple. On prend le temps entre le lever et le coucher du soleil et on le divise en 12. Toute l'année, quelle que soit la saison. Ce qui veut dire qu'à Rome, une heure d'été durait 75 minutes et une heure d'hiver, 45. La même heure, avec un tiers de sa durée en moins. Et la nuit faisait exactement l'inverse. Pour eux, une heure n'était pas une durée. C'était une proportion. Et voilà le retournement que presque personne ne connaît. On raconte toujours cette histoire dans un sens. D'abord les heures élastiques de l'Antiquité, puis les heures égales de la modernité. C'est faux. Les plus anciens cadrans grecs retrouvés, à Oropos et à Olympie, mesuraient des heures égales. Ce sont les heures inégales qui se sont imposées après. Quand Alexandrie a diffusé des cadrans capables de les calculer, l'humanité avait l'heure égale. Elle l'a abandonné. Pendant 17 siècles. Au Japon, il a fallu un décret impérial, en 1872, pour en sortir. Mais tout ça suppose que tu regardes quelque chose. Un cadran, un vase, une étoile. La vraie révolution, c'est le jour où l'heure est devenue audible. Vers l'an 530, au Mont Cassin, Benoît de Nursie écrit une règle. 8 offices par jour, dont un en pleine nuit. Et un problème immédiat. Comment savoir qu'il est l'heure de se lever? Dans le noir? En hiver? Sa réponse est extraordinaire, parce qu'elle est technologiquement vide. Le chapitre 47 dit que l'annonce de l'heure incombe à l'abbé, ou à un frère suffisamment vigilant à qui il confie cette charge. Pas d'instrument, pas de méthode. Une fonction. La règle a créé un métier avant d'avoir créé l'outil. Et pendant des siècles, ce frère a guetté les étoiles.
Grégoire de Tours écrit un traité entier pour expliquer comment lire le passage des astres au-dessus d'un mur afin de régler les prières de la nuit. C'est cette obsession-là qui a fait des monastères les laboratoires du temps en Europe. Et quand la cloche sonnait, elle ne sonnait pas que pour les moines. Elle traversait le village. Personne n'avait besoin d'horloge. Quelqu'un veillait pour tout le monde. Cette cloche a laissé une trace dans ta bouche. En anglais, l'horloge s'appelle clock. Le mot ne vient pas d'un instrument de mesure. Il vient du latin médiéval cloca, la cloche. L'anglais a nommé la machine d'après le bruit qu'elle faisait. Puis arrive l'horloge mécanique. Et ce n'est pas ce que tu crois. En 1283, les annales d'un prieuré anglais notent « Cette même année, nous avons fait l'horloge placée au-dessus du jubé. Cette horloge n'avait pas de cadran. Pas d'aiguille, rien à lire. Elle sonnait, c'est tout. Et elle était mauvaise. Son régulateur, le folio, n'avait aucune fréquence propre. Rien ne le rappelait à son rythme. Une horloge médiévale pouvait se tromper d'1 heure, parfois 2, en une seule journée, ce qui n'avait aucune importance. Personne ne lui demandait l'heure, on lui demandait de sonner. Il faudra attendre le 14 avril 1586 pour qu'un prince allemand écrive à l'astronome Tycho Brahe pour se vanter. Son horlogeur a construit une horloge avec, pour la première fois, une aiguille des minutes. Et le vrai saut, c'est Noël 1656. Christian Huygens applique le pendule à l'horloge. Avant lui, les meilleures machines dérivaient d'un quart d'heure par jour. Après, 15 secondes, 60 fois mieux, d'un coup. Regarde bien l'ordre des choses. Afficher les minutes n'avait aucun sens tant que la machine était incapable de les tenir. L'aiguille des minutes n'est pas une amélioration du cadran, c'est une conséquence de la précision. Reste un dernier problème, et c'est le plus vertigineux. À ce stade, chaque ville a encore sa propre heure. Parce que midi, c'est quand le soleil est au plus haut. Et le soleil n'est pas au plus haut à la même seconde à Brest et à Strasbourg. Bristol avait 11 minutes de retard sur Londres. Et ce n'était pas un détail. Au Corn Exchange de Bristol, il y a encore aujourd'hui une horloge avec 2 aiguilles des minutes. Une noire pour l'heure de Bristol, une rouge pour l'heure de Londres. Ce qui a tué l'heure locale, ce n'est pas la science, c'est le train. En 1840, le Great Western Railway abandonne et imprime un avis pour ses voyageurs. L'heure de Londres est en avance de 4 minutes sur Reading, de 11 sur Bristol, de 14 sur Bridgewater. Une compagnie de chemin de fer a dû publier une table de conversion pour son propre pays. Et l'heure de Greenwich a été utilisée partout en Angleterre pendant 40 ans avant d'être légale. Le Times l'écrit en 1880. L'heure de Greenwich est suivie presque partout, mais il apparaît qu'elle n'est pas l'heure légale. La France, elle, a fait plus élégant. Loi du 9 mars 1911. L'heure légale française est l'heure du temps moyen de Paris, retardée de 9 minutes et 21 secondes. 9 minutes 21 secondes. C'est exactement l'écart de longitude entre Paris et Greenwich. La France a adopté l'heure anglaise en refusant d'écrire le mot Greenwich. Et le dernier pays à vivre à l'heure du soleil, c'est le Liberia. Jusqu'en 1972, Monrovia vivait avec 44 minutes de décalage, exactement sa longitude. L'heure du soleil a survécu jusqu'aux missions Apollo. Alors, dernière question. Si personne n'avait d'horloge, qui réveillait les autres? Des chercheurs ont équipé de capteurs un camp Hadza, en Tanzanie. 20 jours d'enregistrement, 33 adultes. Résultat, sur ces 20 nuits, tout le monde n'a été endormi en même temps que 18 minutes au total. 18 minutes, 99,8% du temps, il y avait quelqu'un d'éveillé. Et ce n'était pas un tour de garde. Personne ne l'avait organisé. C'est simplement que le rythme de sommeil change avec l'âge. Les plus âgés se réveillent tôt, les plus jeunes s'endorment tard. Mis ensemble, ils couvrent la nuit entière sans le décider. Un groupe humain qui dort produit une veille permanente. Et celui qui ouvre les yeux au milieu de la nuit sait, en voyant qui est debout, où on en est. Dans ces sociétés, l'insomnie chronique touche entre 1 et 3% des gens. Chez nous, entre 10 et 30. Alors si tu es celui qui se réveille toujours trop tôt, celui qui a les yeux ouverts à 4 heures du matin sans raison, tu n'as rien de cassé. Tu es la sentinelle. On a juste arrêté d'avoir besoin de toi.